Depuis Aristote, pour prendre un repère bien connu, dont il a déjà été question, les anciens s'interrogeaient sur le lien entre la matière et la forme. Comment la matière indéterminée acquiert-elle son existence avec la forme qui la détermine? Comment s'établit le lien entre matière première et forme substantielle? C'est là un problème, vous le savez, dont les philosophes débattent depuis l'Antiquité grecque pour nous limiter à notre partie du monde. Comme je ne suis ni helléniste ni philosophe, je n'aurai pas l'impudence de m'attaquer à ces questions redoutables. Je préfère illustrer la pensée antique de la morphogénèse, de réflexion, de variation sur la forme, en évoquant un livre qui porte un titre prédestiné pour ce colloque, Les Métamorphoses d'Ovide. Qu'est-ce que les Métamorphoses? C'est un long poème de 15 livres d'hexamètre dactylique, ce qui nous fait environ 12 000 vers. L'ouvrage a été composé au tout début de notre ère. Ces 15 livres déroulent une histoire du monde racontée du point de vue des métamorphoses innombrables d'êtres vivants en monstres, animaux, plantes ou choses inertes. Autant dire qu'il s'agit d'un livre d'histoires fabuleuses qui ont constitué depuis son écriture l'une des voies d'accès vers la mythologie grecque. C'est l'un des livres les plus lus depuis l'Antiquité, dont les manuscrits et les éditions abondent dans nos bibliothèques. Cette œuvre extraordinaire décrit les métamorphoses, dans une triple perspective. C'est d'abord l'arrière-plan fascinant du devenir et de l'évolution tel que les anciens les concevaient, que ces vers développent en contrepoint. Ovide ne fait toutefois pas que décrire un désordre de mutations aussi invraisemblables que monstrueuses. À travers ces mutations, c'est aussi une histoire du monde qu'il développe, une histoire qui, des débuts, mène jusqu'à son époque, jusqu'à la fondation du régime impérial au début de notre ère, une histoire qui est marquée par d'incessantes transformations. À cette description de la longue évolution qui émerge du chaos originel pour aboutir à la paix romaine établie par le régime politique que célèbre Ovide, s'ajoute une troisième méditation sur la métamorphose elle-même, qui est un thème particulièrement cher au poète. C'est ce thème qui lui permet, en effet, de traduire en latin des histoires et des thèmes grecs, c'est-à-dire qui romanise, c'est une métamorphose qui romanise l'évolution artistique, l'évolution créatrice, et qui, enfin, convertit en œuvre d'art, tout simplement, les mots et les phrases. Tels sont les trois aspects de l'évolution qu'Ovide envisage dans ce très long poème, dont il se lamente qu'il n'a pas réussi à le revoir avant sa mise en circulation, mais qui a pourtant assuré sa gloire posthume. Ovide n'était pas philosophe, lui non plus, et n'avait aucune intention de l'être. Il n'était pas pour autant inculte et connaissait parfaitement tout l'enjeu philosophique de la métamorphose. Il admettait qu'il y avait eu des métamorphoses étranges de la forme humaine en constellations, plantes, animales ou minérales. Il l'annonce dès le premier vers. Comme le lecteur s'y attend, le poète revient de temps à autre à la nature de ces métamorphoses. Ainsi, au tout début du monde, la terre était instable, la mer impropre à la navigation, l'air privé de lumière, aucun élément ne conservait sa forme. On perçoit d'emblée à l'arrière-plan la référence au problème de la matière, de la forme, de la stabilité de la forme. Cette référence réapparaît ailleurs, par exemple dans une métamorphose, celle de Galantis, une servante d'Alcmène, qui est transformée en belette, semble-t-il. Donc matière et forme. On a pu démontrer que le poète s'inspirait clairement des idées du philosophe stoïcien Posidonios d'Apamée, Ovide qui vivait une ou deux générations avant lui. Ovide n'est pas philosophe, je l'ai dit, et son poème n'est pas un exposé doctrinal comme l'est par exemple celui de Lucrèce. Tout juste donne-t-il au livre 15 la parole à Pythagore, en exposé de 400 vers, sur les raisons du refus de sacrifier des animaux et de consommer de la viande. Mais le système qui se trouve à l'arrière-plan, même dans ce passage, n'est pas celui de Pythagore et de la métempsychose. C'est tout à fait autre chose. On peut le voir, je crois que j'ai avancé un peu vite, on peut le voir sur deux points mis en évidence par Heinrich Thöry, qui a travaillé sur
l'arrière-plan philosophique du poème, de cette façon-ci. Dans la plupart des métamorphoses décrites par Ovide, l'âme ne joue aucun rôle. Il ne parle que des mutations qui affectent la forme humaine. Et comme chez Posidonios, l'être ne se fonde pas sur des qualités biologiques communes à tous, la psyché, mais sur sa substance qui existe derrière la forme visible de l'homme, sa personnalité en somme. Et c'est précisément dans la métamorphose que ce noyau essentiel révèle sa permanence, alors que seule la forme se modifie. C'est toujours un comportement singulier qui définit le noyau existentiel de l'humain sans que la conscience de soi joue un rôle quelconque. Un comportement qui est soit un désir, soit une imprudente demande ou une faute. Ainsi, la plaisante histoire des paysans lyciens. Un jour de grande chaleur, Latone, enceinte d'Apollon et de Diane, a soif et veut se désaltérer avec l'eau d'un étang. Les paysans de l'endroit le lui défendent, l'insultent et troublent avec leurs pieds l'eau de l'étang. De querelle lasse, la déesse fait le souhait qu'ils vivent éternellement dans leur étang. Et tout de suite, ils se transforment en grenouilles. Leur nouvelle forme les lie pour toujours à l'eau, qu'ils refusaient aux autres, et les fait s'invectiver incessamment entre eux, alors qu'ils remuent parallèlement de leurs pattes la vase des cours d'eau. Telle était, d'après Heinrich Thöry, leur nature essentielle. Leur faute à exprimer cette qualité, et elle leur reste attachée au-delà de la métamorphose. Certes, mais on peut aussi dire que la métamorphose fige leur être dans la dernière forme qui était la leur, celle d'être attachés à leur eau au point de la refuser à quelqu'un qui en a besoin et d'insulter en plus les personnes qui essayent de se désaltérer. En fait, c'est cela leur nature réelle, véritable. La métamorphose reflète leur punition, comme elle traduit dans d'autres cas le chagrin ou le désir de ceux qui y sont soumis. C'est comme si la forme définitive de ces êtres, que ces êtres acquièrent, traduisait en fait leur véritable nature première. Ainsi, Daphné, qui subit les harcèlements de plus en plus brutaux d'Apollon, pris d'un puissant désir, ainsi Daphné demande-t-elle à son père, un dieu fluvial, de la délivrer de sa beauté trop séduisante par une métamorphose. Le dieu l'exauce et elle est transformée en laurier. Daphné est le nom grec du laurier. Dépité, Apollon se résigne et décide que désormais le feuillage de cet arbre ornera sa chevelure, son carquois et sa cithare. Daphné sera donc désormais figée dans cette nouvelle existence qui la relie à son persécuteur, à qui elle s'est refusée, mais dont elle ne peut pas non plus se séparer. C'est ça sa destinée, et aussi un peu celle d'Apollon. Le deuxième aspect des métamorphoses, dans lequel Ovide rejoint les théories de Posidonios, concerne la nouvelle existence des êtres métamorphosés. La métamorphose confère aux humains une durée d'existence qu'ils n'auraient jamais eue sous leur forme précédente. Ils sont éternels désormais, en grande partie. En entrant à travers la transformation dans l'un des trois règnes que distingue le philosophe, Posidonios, le règne animal, végétal ou minéral, les êtres perdent leur forme, mais non leur substance. Celle-ci détermine désormais la forme en fonction de lois nouvelles, mais leur nom reste le même, et leur noyau existentiel ne change donc pas, d'après les conceptions antiques. Daphné, qui garde son nom, qui devient même générique, reste toujours séduisante pour Apollon et attachée aux dieux. Il ne s'agit pas là d'épisodes isolés. Tout est changement dans l'histoire du monde qu'Ovide raconte, et certains des malheureux ou malheureuses qui subissent les mutations ressentent même comme un désir de métamorphose, comme s'il s'agissait là de la loi même de l'évolution. Au livre 13, certain Glaucus est émerveillé par le comportement des poissons qu'il venait de capturer et qu'il avait déposés sur l'herbe. À peine les a-t-il déposés sur l'herbe qu'il fuit et chemine sur terre comme dans l'eau. Étonné, le pêcheur goûte de ces herbes et, à peine leurs sucs inconnus ont-ils pénétré dans ma gorge, dit-il, parce qu'il raconte cela, que je sens tout d'un coup mon cœur bondir dans ma poitrine et céder à l'attrait d'une autre nature. Enfin, vers la fin de l'ouvrage, au livre 15, Pythagore, le sage de l'Italie archaïque, présente en termes héraclitéens les métamorphoses comme un phénomène inéluctable.
Tout change, rien ne périt. Le souffle vital circule, il va de ci de là et prend possession à son gré des créatures les plus différentes. Pythagore s'oppose dans ses vers à l'alimentation carnée, comme j'ai dit, que sa théorie de la réincarnation permanente dans toutes sortes d'êtres rend du coup monstrueuse. Mais, continue-t-il, l'esprit ne meurt jamais. La cire malléable qui reçoit du sculpteur de nouvelles empreintes, qui ne reste point telle qu'elle était et change sans cesse de forme, est toujours bien la même cire. Avec les mots qui lui sont propres, Ovide ne dit pas autre chose. Les métamorphoses sont le principe moteur du monde et de la vie. L'essence ne change pas, mais la forme se transforme sans cesse. Et on a l'impression que beaucoup d'êtres trouvent leur forme définitive à travers une métamorphose subite, parce que c'est toujours subi, soudain. L'originalité de cette façon de concevoir l'évolution de façon chaotique et inattendue n'est pas du tout la même que, par exemple, celle que Virgile décrit. Dans l'Énéide, il existe un plan initial, en quelque sorte, un destin, un dessein, si vous voulez, préalable, dont le temps déroule les péripéties qui aboutissent à l'Empire romain, bien entendu. Dans les métamorphoses, au contraire, c'est comme l'écrit Philippe d'Escola dans un texte sur la notion de transformation dans l'anthropologie structurale par, je cite, des déformations opérées sur un ensemble de formes phénoménologiquement dissemblables que l'histoire mondiale évolue. Chez Virgile, les Troyens errent à travers le monde en subissant une sorte d'événement, mais leur histoire se développe conformément aux fata, aux arrêts de Jupiter. Seules les péripéties échappent au poids de la destinée, l'histoire elle-même tend vers un point prédéterminé. Dans les métamorphoses, rien de tel. Le monde des formes évolue au gré des péripéties, aucun plan prédéterminé n'est jamais révélé, même si la paix romaine se retrouve au terme de l'évolution historique. Aucune parenté donc entre les métamorphoses et les métamorphosés, mais des comportements similaires qui relient les différents moments de cette évolution chaotique. Ceci dit, la lecture des métamorphoses qui sont ainsi rapportées suscite une certaine perplexité chez les lecteurs. Beaucoup, sinon la plupart, des métamorphoses qu'Ovide raconte sont en effet terribles et monstrueuses, du moins dans les 14 premiers livres. Les opérateurs sont toujours les dieux et les demi-dieux. Les victimes peuvent être des demi-dieux, des nymphes par exemple, mais généralement ce sont des humains qui ont pu pécher par présomption, par impudence, en s'approchant trop près de la sphère divine, des humains qui parfois aussi ont commis d'horribles crimes. Ce n'est donc pas la nature avec un grand N, une notion inconnue chez les anciens, qui œuvre pendant les métamorphoses, mais les dieux et les demi-dieux qui seuls ont la capacité d'initier des transformations. La métamorphose est toujours un processus voulu, artificiel si l'on veut. Le célèbre Pygmalion, que nous ne connaîtrions pas sans ce livre, est très près de posséder la capacité de conférer une forme parfaite à la matière inerte, l'ivoire. Mais il faut l'intervention de Vénus pour rendre effective la transformation de sa sculpture en une femme réelle grâce à une métamorphose qui, pour une fois, soulignons-le, dans la partie grecque de l'ouvrage, est heureuse. Les dieux et les demi-dieux possèdent aussi la capacité de se métamorphoser eux-mêmes, à volonté, de jouer avec les différentes formes possibles, même s'il y en a une qui est toujours celle qui les caractérise. Ainsi, Protée avertit-il en ces termes Pélée contre les métamorphoses de la nymphe Thétis que ce dernier convoite et avec qui il finira par avoir comme fils Achille. Ne te laisse pas tromper par les 100 figures diverses qui la déguiseront à tes yeux, mais tiens-la serrée, quelle que soit sa forme, jusqu'à ce qu'elle ait repris sa forme primitive. Le rapport entre matière et forme n'est donc pas instable totalement. Il n'y a au fond qu'une forme substantielle et il faut éviter de se laisser berner par les mutations incessantes de la forme dont les immortels sont capables. Morphée, son nom en grec est caractéristique, l'immortel serviteur du dieu sommeil exerce lui aussi des métamorphoses multiples que vous pouvez relire dans ses vers, qui sont en fait, comme celles des dieux, métonymiques,
Elles ne sont pas définitives, elles révèlent seulement un aspect éphémère du personnage, sans changer sa véritable forme. Ovide évoque cependant d'innombrables métamorphoses définitives d'êtres humains et de demi-dieux. Les êtres concernés acquièrent par la volonté divine ou par des artifices magiques une nouvelle forme qui résulte généralement d'une punition ou d'une vengeance. Dans quelques cas, c'est une douleur trop profonde qui pousse la victime à demander aux dieux sa délivrance ou qui décide les dieux à abréger sa souffrance par une transformation. 2 ou 3 métamorphoses sont également, je l'ai déjà dit, dues à l'imprudence de simples mortels qui s'approchent trop près des dieux, ce qui les détruit et incite les dieux à leur donner une nouvelle forme par pitié. Dans l'ensemble, les métamorphoses qui remplissent les livres 1 à 14 sont malheureuses et résultent de souffrances immenses. On dirait qu'elles sanctionnent l'arrivée de certains êtres dans une sorte d'impasse. Leur existence devient en quelque sorte inviable, comme certains biologistes le disent. Elles aboutissent toutes à des transformations définitives. Et ces métamorphoses-là n'ont rien d'une métonymie. Ce sont des transformations profondes qui détruisent l'identité de l'être concerné ou l'assimilent à son destin que la nouvelle forme présentera éternellement. Souvent même, la métamorphose fait de cet être un objet inerte, mort, ou alors monstrueux, situé à l'opposé de la vie normale. Même si la nature essentielle de l'être transformé ne change pas, la métamorphose est alors une fin et non une transition, comme Andrew Felter, dans son récent livre, l'a souligné. L'expression latine mutatae formae, les formes changées, implique que c'est la forme qui change. La métamorphose fait précisément perdre ce qui accordait son caractère distinct au premier être, à l'être concerné. La perte de la forme correspond parfois à une perte d'identité, même si chez certains de ces êtres, comme Actéon, conservent leurs perceptions intérieures, intimes, conformément aux théories de Posidonios, mais ils n'arrivent plus à communiquer avec les autres. Ou encore, la métamorphose révèle, je l'ai déjà dit, la véritable nature de cet être transformé. Un des aspects les plus originaux qui s'attachent à ces récits fabuleux, à ces fabulae, comme dit Ovide, réside dans le problème de la croyance. Comment a-t-on pu croire à tout cela ? Ovide insiste, comme tant d'autres avant lui, sur l'invraisemblance de ces métamorphoses. Quand, dans un poème des Tristes, écrit un peu après l'achèvement des métamorphoses, Ovide présente ces métamorphoses à Auguste en insistant sur leur invraisemblance. Il ne prétend évidemment pas qu'elles sont négligeables et dépourvues d'intérêt. Il s'y réfère pour témoigner, au contraire, sa loyauté envers le régime politique. Il signale qu'au milieu de tous ces miracles incroyables, l'empereur trouvera de nombreux présages de sa gloire aussi incroyable. Comme Dennis Feeney l'a écrit, Ovide expérimente toujours dans cet ouvrage le pouvoir qu'a la tradition littéraire de faire croire. Le lecteur entre en relation avec la structure de l'univers, avec les formes de la matière et ses transformations. Le spectacle est proprement incroyable, mais la question n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire. Il s'agit plutôt de la relation entre des faits observables et observés avec ce qui paraît incompréhensible. Un peu comme lorsque nous observons des œuvres d'art ou essayons d'assimiler ou de suivre des théories scientifiques ou mathématiques qui sont à première vue incompréhensibles ou incroyables. C'est de ces histoires invraisemblables et stupéfiantes que le lecteur finira par extraire la conclusion que le présent historique, qui est lié lui aussi à ce grand principe de la métamorphose et que ce qu'il a sous les yeux est aussi incroyable que vrai. Car les métamorphoses, je l'ai dit, sont aussi une grande histoire. L'œuvre rivalise clairement avec l'Énéide de Virgile, écrite une génération plus tôt, qui retrace quant à elle l'histoire du peuple romain depuis les origines les plus lointaines, la chute de Troie et les errances d'Énée jusqu'en Italie. À cette histoire politique de Rome, Ovide oppose un projet plus ambitieux. Il insère l'histoire de Rome dans l'histoire du monde tout entier, et le thème de la métamorphose lui permet de faire déboucher l'histoire universelle sur les dernières métamorphoses du temps,
celle de Jules César en immortel en mars 44 avant notre ère, et celle annoncée d'Auguste en Divine Auguste. De ce fait, le régime fondé par Auguste conclut l'histoire du monde, une histoire essentiellement grecque, qui est toutefois portée à son point culminant par Rome. Les Métamorphoses, en effet, ne se terminent pas au livre 13. Dès les premiers vers, nous l'avons dit, Ovide annonce que son poème ira jusqu'au temps présent, ce qui suscite dans l'esprit du lecteur une autre surprise. Ainsi que Andrew Felter le note, comment le poète peut-il concilier ces 13 livres remplis de chaos, de malheur et d'horreur avec le projet qu'il avait d'encenser le nouveau régime, fondateur de la paix et de l'harmonie? Ce paradoxe me paraît inscrit dans le projet général du poème, d'autant plus que pour arriver au nouveau régime, le poète doit encore traverser un siècle au moins de terribles conflits civils. Même si elle n'est évoquée qu'à propos de l'assassinat de César, la violence romaine se trouve partout à l'arrière-plan des derniers siècles décrits. D'une certaine manière, l'une des grandes métamorphoses du présent est celle qui a mis un terme à la monstruosité des générations récentes qui précédaient. Le scénario est toutefois plus complexe. Au XIVe livre, les choses commencent en effet à changer. Une métamorphose est en route. Générale. La scène du récit quitte le monde grec et arrive en Italie, dans le Latium, dans les navires d'Énée le Troyen et de ses compagnons. Le récit progresse alors en deux temps. Une première partie du livre 14 est consacrée à la magicienne Circé, fille du soleil, qui incarne le passé grec. Par son lien avec l'épopée homérique, Circé est porteuse d'un univers entier dominé par la passion, la métamorphose et la mort, pour citer Hélène Vial. Autant dire que Circé incarne parfaitement l'histoire universelle telle qu'elle s'est développée jusqu'alors, du côté des Grecs. Le paradoxe de la cruelle Circé est toutefois qu'elle est infiniment puissante pour ce qui touche au corps, qu'elle peut métamorphoser à l'infini, et profondément vulnérable pour ce qui est des âmes, sur lesquelles elle ne sait pas agir, pour citer encore Hélène Vial. Un aspect des agissements de Circé mérite d'être souligné. Virtuose de la métamorphose de ses visiteurs et ennemis, elle est même capable de les ramener à leur forme première, ce qui est pour elle une autre forme d'échec. Elle n'arrive pas à fixer les êtres transformés dans leur nouvelle forme, de la même manière qu'elle n'arrive pas à s'attacher les âmes, puisque c'est souvent par déception qu'elle punit ceux qui lui résistent. Circé, qui met pour ainsi dire un terme aux métamorphoses à la grecque, monstrueuse, violente si vous voulez, traduit en fait, plus que son propre échec, elle traduit l'échec de ce monde passé. Et pendant ce temps, pendant ces dernières activités qui sont racontées, l'histoire avance comme si Circé n'avait plus prise sur l'évolution. Les Troyens débarquent malgré elle dans le Latium, Énée remporte la victoire finale sur les Latins, meurt et se trouve transformé en Dieu. C'est à ce point, au moment où une dynastie issue d'Énée commence à régner sur le Latium, qu'Ovide insère une longue histoire, celle de Pomone et de Vertumne, qui nous mène au cœur du problème, à nouveau, de la métamorphose et de l'évolution. Le mythe de Pomone et de Vertumne occupe une place stratégique dans les métamorphoses. Il est placé à la suite des mythes grecs, après la dernière intervention de Circé, après la légende d'Énée et des premiers rois d'Albe, au moment où un événement capital est sur le point de se produire, la fondation de Rome. Le mythe de Vertumne et de Pomone forme donc comme une introduction à l'époque suivante, celle qui voit la fondation de Rome et les histoires d'Italie et de Rome, etc. Dans ce cadre, deux éléments montrent que la déesse Pomone n'est pas choisie au hasard. D'après ce que nous savons, Pomone, qui était également vénérée par les Ombriens et peut-être d'autres Italiques, était à l'époque d'Ovide une déesse romaine. Elle était productrice de fruits, comme son nom l'indique. À Rome, son culte est ancien, mais c'est aussi au départ une déesse latine, dont certaines traditions font d'ailleurs l'épouse de Picus, un roi du Latium préhistorique, qui avait été métamorphosé en pivert pour avoir refusé l'amour de Circé. Ovide vient de raconter ses malheurs 300 vers plus haut. La latine Pomone est toutefois devenue chez Ovide une déesse romaine, ou plutôt, nous le verrons,
elle subit une sorte de métamorphose qui la fait romaine grâce à l'intervention du dieu romain Vertumne, dont elle finit par accepter les avances. J'ai l'impression qu'après avoir fait le récit des premières dynasties qui ont régné sur le Latium, Ovide fait ici allusion à la conclusion de l'alliance latine par les Romains, qui a eu lieu au IVe siècle de notre ère de façon définitive, mais qui est transportée, comme toujours en poésie, à une époque beaucoup plus haute. Quant à Vertumne, il était déjà un thème littéraire à l'époque d'Ovide, notamment depuis l'élégie 4.2 de Properce, le contemporain d'Ovide. Il est évident qu'Ovide y fait référence dans les Métamorphoses. Un certain nombre d'éléments du poème propercien reviennent dans son texte. Chez Ovide, comme dans l'élégie de Properce, le nom de Vertumne joue un rôle important. Il semble en effet être à l'origine même du récit tel que le poète le raconte, un récit qui est en parfaite consonance avec le verbe vertere. Mentem alicuius vertere, dit-on pour persuader quelqu'un, transformer l'esprit de quelqu'un. Et c'est à la persuasion de Pomone que se consacre le Vertumne ovidien, travesti transitoirement en vieille femme. En bonne logique, le verbe aversari, de avertere, se réfère inversement à l'attitude de Pomone. Venons-en au mythe lui-même. Pomone, dont le nom propre rappelle le talent qu'elle possède dans l'art du jardinage, vit sous le règne du roi latin Procas. Elle fuit les hommes et s'enferme dans son jardin. Vertumne est l'un de ses nombreux prétendants. Je ne lis pas l'histoire, vous pouvez la découvrir. Le principe selon lequel Vertumne se transforme tout le temps est celle de la transformation par métonymie, avec un certain nombre d'attributs qui se retrouvent déjà chez Properce. Les figures diverses assumées par Vertumne, à part la dernière, n'ont pas davantage de logique séquentielle, mais elles sont tout de même toutes soumises, ce qui est le cas chez Properce, mais elles sont tout de même soumises au projet que nourrit Vertumne et qui est d'impressionner favorablement la belle Pomone. Or, bien que le dieu sache adopter n'importe quelle forme, il donne ici, pour des raisons évidentes, la préférence aux figures qui sont associées au jardinage ou à l'agriculture, jusqu'à ce que par son ultime transformation, Vertumne agisse d'une façon qui ne relève pas de la séduction visuelle. Il se transforme en vieille femme et pendant une centaine de vers, il essaye de persuader Pomone de choisir Vertumne pour époux. Persuader, comme je l'ai dit, cela se dit mentem pomonae vertere, transformer l'esprit de Pomone, ce qui est en fait, en l'occurrence par un récit. De nouveau, le nom du dieu fait sens par rapport à sa façon d'agir. Mais si cette mise en scène du nom fait du dieu un dieu de la persuasion, Vertumne garde en même temps les résonances qu'il possède déjà chez Properce. C'est un dieu du jardin, un dieu du retour des saisons, c'est un dieu qui sait tout transformer et qui sait se transformer en tout. Et ce qui est plus important pour Ovide, c'est sans doute le fait que Vertumne soit d'abord et avant tout le dieu de la transformation ou de la métamorphose. Bref, le dieu des métamorphoses, de la métamorphose réussie, en opposition en quelque sorte aux métamorphoses opérées par Circé, dont il était question dans les vers précédents. Pour ce qui concerne l'interrogation sur la forme, on peut noter que le procédé par lequel Vertumne se transforme en moissonneur ou en berger, en jardinier, en soldat ou en pêcheur à la ligne, est celui de la métonymie, comme je l'ai dit, et que le résultat n'est jamais définitif. Comme certaines divinités grecques, Vertumne reste au fond toujours un jeune dieu, un Iuvenis, même s'il arrive à changer momentanément de forme par divers attributs. Il n'utilise pas cette métamorphose personnelle pour exercer la violence ou pour transformer autrui. Et au moment où il perd impatience et est prêt de céder, comme les Grecs, à l'impatience et à la violence devant l'insensible Pomone, à laquelle il vient de raconter pour l'émouvoir la triste histoire de la métamorphose d'Anaxarète, il reprend sa forme première qui éblouit et finalement séduit la prude déesse des jardins. En tant que principe divin des métamorphoses,
Vertumne ne peut pas incarner la métamorphose typique. Il ne peut même pas se figer en statue comme le Vertumne de Properce. Surtout pas de statue. Dans les métamorphoses, Vertumne se situe sur un autre plan. Il y est partout. Vertumne transforme, convertit et traduit dans les métamorphoses d'Ovide. Vertumnus vertit, en quelque sorte. Il est à l'œuvre dans toutes les métamorphoses et ne peut donc pas, en bonne logique, se transformer de façon définitive. Mais ce qui distingue le Vertumne ovidien de son prédécesseur, chez Properce, ce n'est pas seulement la mise en récit du noyau sémantique ou de cet agrégat de signification qui constitue le nom propre de Vertumnus. Le récit ovidien, le récit mythique que nous avons examiné, enferme en lui-même un autre récit qui en précise le sens et ne peut être étudié indépendamment du récit cadre. Et à son tour, ce récit cadre doit être étudié dans le contexte de l'ensemble des métamorphoses. Le récit encastré est constitué par un récit non romain, grec, c'est le dernier pratiquement, traduit versus en latin, et racontant les amours malheureux de deux jeunes gens, Iphis, dont le nom signifierait quelque chose comme vis en latin, force, et d'Anaxarète, nom propre associant les notions de vir, homme, anax, et virtus, arrêtait, comme pour signaler une attitude trop masculine, trop dure chez celle qui le porte. Grâce à ce récit totalement négatif, Vertumne, déguisée en vieille femme, réussit à convaincre Pomone de changer d'avis sur l'amour. Car faute de répondre à l'amour d'Iphis, Anaxarète est pétrifié par Vénus et on peut toujours, et raconte Ovide, admirer sa statue à Chypre. L'attitude insensible et inflexible d'Anaxarète se réalise donc dans une métamorphose typique. La jeune femme froide et dure est transformée en pierre, tandis que son amant malheureux se tue par un suicide très féminin, chez les Grecs, la pendaison. Ces deux mythes, longuement racontés et emboîtés, sont d'une importance centrale pour l'image qu'Ovide veut donner de l'évolution du monde et pour la signification de son œuvre. Pomone et Vertumne sont des divinités différentes. L'un est romain, l'autre est devenu romaine, était encore latine à l'époque, mais ils sont en quelque sorte assortis au point qu'on peut considérer qu'ils représentent à la fois l'identité et l'altérité. Car dans le récit d'Ovide, Vertumne apparaît surtout comme un dieu du jardin face à Pomone, qui produit quant à elle par hybridation les fruits, poma. À l'arrière-plan de cette rencontre, on perçoit un symbolisme littéraire et historique. Comme l'écrit Hélène Vial dans son joli travail sur Pomone, Pomone, c'est l'hybridation en action, mais en même temps, elle représente les fruits du jardin et symbolise la greffe poétique, le poème. Vertumne, quant à lui, est le dieu de la métamorphose qui accomplit cette greffe et représente donc l'œuvre d'Ovide. Ovide. Cette dernière histoire d'amour des métamorphoses, comme le disait Karen Myers, exprime, et aussi comme Hélène Vial, encore elle, l'a démontré de façon convaincante en analysant les liens intertextuels avec Virgile et Properce, un désir d'hybridité dans la métamorphose, dans les métamorphoses, avec un grand M. La rencontre de Vertumne et de Pomone est marquée par une proximité et une différence qui sont suffisantes pour que cette greffe prenne. Aucun des deux partenaires ne perd son identité et l'on assiste à une double métamorphose en fait. Sur le plan poétique, il s'agit de réaliser l'unité à partir d'éléments différents et surtout de faire une œuvre romaine à partir de récits grecs. La rencontre et l'amour qui unit Pomone et Vertumne à la fin deviennent donc le symbole des métamorphoses ovidiennes, réussies. Mais un lecteur informé pouvait également percevoir que cette union entre un dieu romain et une déesse latine, après les échecs grecs que Ovide a rapportés précédemment, et encore dans le récit enchâssé en Grèce, en pays grec, eh bien, elle représentait aussi la future alliance latine qui fera de Pomone une déesse romaine. Et au-delà, le lecteur rapprochait cette métamorphose, ou les fruits qui résultent de cette métamorphose respectueuse de la personnalité de l'autre,
de l'histoire générale du monde qu'Ovide racontait. Il comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une métaphore de la traduction de la culture grecque en culture latine et romaine, mais bien d'un symbole de la conquête du monde par les Romains. En réfléchissant sur l'histoire de Vertumne et sur le récit d'Anaxarète, édifice qu'elle encadre, ce qui saute aux yeux, c'est l'opposition entre les deux couples d'amants. Union heureuse pour les uns, malheur total pour les autres. Association au soleil, aux saisons clémentes, au jardinage pour les uns, à l'hiver, au nord et au fer pour les autres. Aux fruits pour les uns, à la pierre et l'infertilité pour les autres. Au changement pour les uns, à la fixité ou à l'immobilité pour les autres. À la vie pour les uns, à la mort, évidemment, pour les autres. Et surtout, Vertumne et Pomone réalisent une espèce de présence latine permanente, hic et nunc, dans la mesure où, grâce à Vertumne, les saisons reviennent chaque année, tandis que l'histoire d'Iphis et d'Anaxarète est littéralement figée dans le passé. C'était là-bas, il y a longtemps, dans le passé grec. Dans les 13 premiers livres des Métamorphoses, Ovide s'est consacré au passé mythique grec qu'il a savamment transposé en latin. En latin, in latinum vertere, dit-on, se posant déjà par là sous le signe de Vertumne, qui sait tout traduire en latin, vertere omnia, vertumnus, grâce notamment, évidemment, au calame d'Ovide. Dans ce récit mythique qui précède l'histoire de la fondation de Rome et qui constitue en quelque sorte le premier mythe romain au livre 14, Ovide semble même vouloir dire que ce n'est que par cette traduction latine en latin, en versus latin, que le passé figé, pétrifié des Grecs pourra revivre dans le jardin souriant des Romains, sous un soleil qui fait fuir les nuages ennemis. Grâce à Vertumne, le passé grec sera à même de se traduire en latin. D'une certaine manière, Vertumne est le dieu de l'acculturation conquérante. Il représente le principe poétique de la versio ovidiana, toujours les mêmes verbes, c'est-à-dire de la forme romaine et augustienne de l'histoire universelle. On mesure, avec ces quelques pistes que j'ai suivies, l'énorme richesse de la somme mythologique laissée par Ovide. Elle met en scène, avec chaque récit, en quelque sorte, la romanisation du monde qui rend la vie au passé grec. Et dans une certaine mesure, il ne s'agit pas seulement de l'arrogance insupportable des impérialistes romains, mais de la présentation d'un type de métamorphose qui intègre dans l'ensemble de l'Empire romain les peuples et les cultures les plus diverses, sans les écraser, surtout vu de Rome. Au chant 6 de l'Énéide de Virgile, rappelez-vous, Anchise enseigne également à son fils aîné que c'est là le destin du peuple romain, tu regere imperio populos, etc. Pomone et Vertumne constituent une image poétique et agreste de l'alliance des cités autour de Rome, réalisée grâce à la volonté et à la capacité surprenante des Romains de transformer les étrangers en alliés puis en citoyens romains, ce qui n'était pas chose courante dans l'Antiquité. On peut même dire que c'est pratiquement un cas unique dans l'histoire de l'Antiquité proche, celle qui est la mienne. Mais en même temps, le poème explique la possibilité des métamorphoses de tout genre et relie le présent historique au passé mythique, en conduisant le lecteur vers la métamorphose particulière qui avait eu lieu à Rome en 44 avant notre ère, et celle qui commençait à se faire proche d'Auguste, fils du divin Jules César, en Dieu lui-même. Et à l'arrière-plan de ce symbolisme politique, culturel et poétique, court toutefois encore une interrogation sur la nature même des métamorphoses que les êtres paraissent rechercher, qui ne changeaient pas leur nature première, une sorte de paradigme physique qui n'était pas sans rappeler la vision que les Romains se faisaient du gouvernement et de l'intégration des peuples du monde. Je vous remercie.